Alors, voilà. On va réafficher le calque d'arrière-plan, mais on travaille sur le tracteur, c'est bien le calque 1 qui est activé. Les deux calques sont affichés, on travaille sur ce calque-là. En général, dans Photoshop, on travaille seulement sur un calque en même temps. Pour certaines opérations rares, il est possible d'activer plusieurs calques, mais la règle, c'est un calque à la fois. Alors, on va zoomer en arrière et agrandir un peu la zone autour du tracteur, le temps de faire quelques tests ici. Donc, pour agrandir la zone, oui, il y a certainement quelque chose dans le menu image taille de la zone de travail. Oui, ça c'est plutôt ancien comme manière de faire. Image taille de la zone de travail, on pourrait, grâce à ça, ajouter un certain nombre de pixels de tous les côtés, ou seulement en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, à gauche, en haut, à droite. Enfin voilà, vous voyez, c'est le principe. Mais je ne vais pas utiliser ça. On va utiliser l'outil de recadrage. La fonction que je viens de vous montrer, taille de la zone de travail, pourrait être plutôt utile quand on fait du web. Alors, outil recadrage. Dès qu'on l'active, il y a les poignées. On va les prendre. On va en prendre une du coin, n'importe laquelle. Et pendant qu'on la bouge, on enfonce la touche Alt. Comme ça, ça se recadre en gardant, voilà, le rectangle de recadrage centré par rapport à l'image. Voilà, je vais juste agrandir à peu près. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi exactement, mais c'est juste pour avoir un peu plus d'espace. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. Et puis il va falloir valider le recadrage avec notamment, c'est une solution, le petit V là au-dessus. Et voilà. Alors en principe, les pixels qui ont été ajoutés sur le calque d'arrière-plan sont blancs, parce qu'on a du blanc dans la case ici d'arrière-plan. Et la zone qui a été ajoutée autour du calque 1, c'est forcément de la transparence. En principe, vous devriez avoir ça, c'est assez simple dans ce cas-ci. Parfois, il faut réactiver le calque qui contient le fond derrière et le remplir à nouveau, parce que ce qui s'est ajouté autour des pixels du calque de fond, c'est de la transparence. C'est des choses qui peuvent arriver, mais vous vous en sortirez très bien. Alors, je vais enregistrer le document. Enregistrer sous. Numéro 4. Et alors, pour poser le tracteur sur le sol, il va falloir faire des ombres en dessous. Mais je vais vous montrer d'abord l'erreur du débutant, c'est d'utiliser la fonction ombre portée, qui est en réalité prévue pour faire des affiches du texte. Donc, vous avez le tracteur qui est activé. En bas, vous avez les effets spéciaux. Et parmi les effets spéciaux, le dernier, c'est ombre portée. Vous arrivez également à ça si vous allez dans le menu calque en haut de l'écran. Style de calque, ombre portée. Voilà. Vous pouvez cliquer sur OK directement. Et vous voyez que sur le calque qui était activé, un effet d'ombre portée s'est mis. Alors on le voit à peine ici. C'est pour ça que je vais bouger l'image, parce que mon écran ne comporte pas beaucoup de pixels pour les besoins de la démonstration. J'ai un écran avec seulement 1440 pixels sur 900. Il est possible que chez vous, vous ayez un écran qui a 4 fois plus de pixels que ça. Et donc voilà la raison pour laquelle
Je fais un peu d'espace ici autour. Et je vais... Alors... Ok. Bien. J'étais passé en aperçu du recadrage. Voilà, j'y suis retourné, tout va bien. Alors, pour remodifier l'effet spécial, parce qu'on a juste cliqué rapidement sur OK, je vais double-cliquer sur le mot ombre portée. Voilà. La case aperçu est cochée. Vous avez les curseurs, notamment la distance, l'angle, le grossi, la taille. Voilà, et ça évidemment pour faire une ombre portée, une ombre qui se projette sur le sol réaliste, c'est totalement foireux. Cet effet spécial d'ombre portée, il est prévu pour faire des affiches, et donc voilà, si je veux faire une affiche avec le tracteur qui est un élément graphique, avec du texte aussi sur l'affiche, d'autres éléments, ça pourrait être une solution. Cette ombre portée, si, mais pas pour faire une ombre réaliste, pour faire un trucage photo. D'accord ? Et si je voulais donc l'utiliser pour faire une affiche, je ferais certainement ceci, en plus de l'ombre portée, aller enclencher une incrustation couleur. Voilà. Alors le principe, quand vous avez deux effets spéciaux qui sont activés sur le même objet, c'est que pour voir le réglage de l'effet spécial, il faut cliquer sur lui, il faut qu'il soit comme ceci sélectionné, et vous voyez ce qui concerne cet effet spécial dans la partie droite de la boîte. Là, si je clique là, je vois ce qui concerne l'ombre portée. Si je clique là, je vois ce qui concerne l'incrustation couleur. Voilà. Et là, vous avez un échantillon. Donc dans l'incrustation couleur, un échantillon à cliquer. Et vous allez pouvoir choisir la couleur que vous utilisez pour remplir cette forme de tracteur. Voilà, voilà. Donc je vous montre comment je pourrais utiliser ce tracteur dans une affiche en tant qu'élément graphique. Encore faudrait-il qu'il soit vraiment reconnaissable. Sa silhouette n'est pas idéale. Un tracteur vu de profil serait plus reconnaissable. Nous, on voit le tracteur, parce qu'on l'a vu en photo. Mais quelqu'un qui découvre une affiche avec cette tache unie, pas certain qu'il va comprendre qu'il s'agit d'un tracteur et qu'il va voir. Voilà, ça, il faut faire aussi attention à ça, ce genre de détails. Bien. Vous avez aussi possibilité de mettre... En fait, on peut mettre plusieurs incrustations couleurs, et on peut mettre aussi un contour ou plusieurs contours. Ça, c'est une nouveauté dans la dernière version de Photoshop. On a la possibilité de mettre non seulement une incrustation couleur et un contour, mais en fait, on peut en mettre plusieurs. Contour, ok. Contour, épaisseur du contour, voilà. Contour à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme, ça dépend ce qu'on veut faire. S'il est épais et qu'on veut respecter la forme, on va plutôt le mettre soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pas au centre, parce que là, ça modifie la forme. Enfin, c'est un détail dans ce cas-ci. Voilà. Enfin, vous voyez le principe. Photoshop peut servir comme ça à faire des objets qui ont l'air d'être un peu vectoriels. En quelque sorte, ça a l'air d'être du graphisme, mais ça se fait dans Photoshop. Incrustation en dégradé à la place de l'incrustation couleur, ça peut être intéressant aussi. Vous avez plein de dégradés, on peut en faire soi-même aussi. Voilà, donc c'est juste pour montrer ici ce qu'il est possible de faire.
Ok, ok. Et sur le calque, on a donc une incrustation en dégradé et un contour en plus. Mais de toute façon, tout ça n'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut faire quelque chose de plus réaliste. Donc, les effets ici, je vais les prendre et les mettre à la corbeille. La vignette reste, parce que c'est pas la vignette que j'ai prise, c'est les effets. Alors, ce qu'on va faire, c'est des ombres qui vont se mettre sous les roues pour vraiment poser l'objet comme s'il était sur un fond blanc, dans un environnement blanc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le transporter ailleurs avec ces ombres. Et il faudra aussi une ombre générale sous l'objet parce que, voilà, le tracteur en lui-même, là, est assez éloigné du sol, il y a pas mal d'espace, mais malgré tout, ça doit logiquement faire une ombre sur le sol. Il n'y a pas que les roues qui font une ombre. Alors on va faire ça sur un calque à part. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans la palette des calques, créer un nouveau calque en cliquant sur le petit signe plus ici, qui peut, sur certaines versions de Photoshop, avoir un aspect différent, l'aspect d'un bloc de feuilles. C'est une chose qu'ils ont changé dernièrement, ces icônes. Et ce calque, on va le faire passer sous le calque 1. Donc on prend sa vignette et on le déplace. Et à un certain moment, une ligne bleue apparaît et ça indique que ça va être inséré à cet endroit-là. Et voilà. Il est sous le tracteur. Oui, parce que je vais faire une ombre. Mais la roue, elle va cacher l'ombre qui est sur le sol. Logique. Donc c'est pour ça que le calque doit être en dessous du tracteur. Alors, ceci vous ne le faites pas, je jette le calque, je vous montre juste que si vous avez le calque ici activé, et que vous faites CTRL-clic ou commande-clic, CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, le calque qui se crée va directement en dessous du calque qui était activé. Ça c'est le CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. Mais ça n'a pas un grand intérêt en fait. Mais disons, il est possible de faire en sorte que le calque se crée directement sous le calque qui était activé. Ça vous évite de devoir le déplacer, voilà. Autre solution, c'est d'activer le calque d'arrière-plan et cliquer sur le signe plus. Et voilà, le calque est directement au bon endroit. Le calque se crée, si on n'enfonce aucune touche, toujours au-dessus du calque qui était activé. Alors, ce calque 2, je vais double-cliquer ici sur son nom et je vais l'appeler ombre. Oui, ombre au singulier, vous allez comprendre pourquoi. Parce que même si techniquement il serait possible de mettre les 3 ombres, il y a 3 roues, enfin, je considère qu'à l'avant là c'est une roue. Il y a 3 roues, on pourrait les mettre sur les mêmes calques, mais on a toujours intérêt à séparer les choses pour pouvoir bouger facilement. Donc, on travaille sur le calque ombre pour être certain de ne pas aller faire foirer le calque du tracteur. Je vais quand même l'activer et le verrouiller complètement, ici. Voilà. Il est complètement verrouillé. Je vous avais dit que quand un calque est complètement verrouillé, le verrou a un aspect différent, il est plein. Vous voyez, par rapport au calque d'arrière-plan qui a seulement la transparence qui est verrouillée. Lui, il est complètement verrouillé. On est certain qu'on ne pourra pas travailler dessus quand on est en train de travailler ici sur le calque de l'ombre. Tant qu'on y est, je vous montre ceci. Si je déverrouille complètement ce calque, je peux vous montrer qu'on peut le verrouiller partiellement. Là, ça verrouille partiellement seulement la transparence. Ça veut dire que je peux dessiner sur le calque, sauf aux endroits qui sont transparents. Ça peut être pratique. Si je fais ça, ça veut dire que je ne peux pas dessiner dessus, sur lui. Mais je peux encore le déplacer.
Voilà. Si je fais ça, je peux plus le déplacer, je peux encore dessiner sur lui, y compris sur la transparence. Ou pas, si je fais ça. Enfin voilà, ça c'est le principe. Ceci, qu'est-ce que c'est encore? Empêcher l'imbrication automatique. Oui, parce qu'il y a des choses que même moi, parfois, je ne connais pas tout. Ah d'accord, oui, c'est quand on a plusieurs plans de travail dans Photoshop. Donc ça c'est surtout quand on fait du design d'interface en fait. Ok, donc ici ce que vous devez faire c'est le verrouillage total du calque. Alors oui, tant que j'y suis, je vous montre également autre chose qui va forcément vous arriver comme pénibilité. Ceci, type. Actuellement, tous les types de calques sont montrés. Et ça, il vaut peut-être mieux que je vous en parle une fois qu'on aura un calque de texte, ce sera plus intéressant. Sachez simplement que parfois, les calques que vous avez créés, ils disparaissent de la palette des calques et que la solution, ce sera d'aller désactiver le filtrage par type de calque. C'est un système qui permet de ne montrer que certains types de calques, les calques pixels, ou les calques de texte, ou les calques de réglage, ou les calques de forme vectorielle, parce que ça existe aussi, voilà. Ok. Oui, il y a aussi le filtrage par nom, par effet, etc. Honnêtement, moi, je n'utilise pas trop ça, parce que bon, en fonction du moment où vous êtes arrivé dans Photoshop et que vous avez commencé à travailler avec, vous avez ou pas intégré les nouvelles fonctionnalités. Et je dois dire que celle-là, je ne l'utilise personnellement pas. J'arrive à m'en passer. Je m'en suis passé pendant très longtemps. Je sais juste que parfois, les gens vont enclencher par erreur un défiltrage et leur calque disparaissent de la palette des calques, alors que visiblement ils sont toujours là en fait. Et donc une des solutions c'est de faire ceci, désactiver le filtrage et tout réapparaît. Vous êtes au courant que ça peut vous arriver et que le problème vient de là. Quoi qu'il en soit, en cas de problème, vous savez que le web est là. Vous êtes inscrit dans des groupes, dans des forums qui parlent de Photoshop. Vous posez la question, vous envoyez une copie d'écran. Vous aurez dans les 5 minutes une réponse généralement. Et voilà. Il faut juste trouver le forum qui est à votre niveau, pas poser une question basique dans un forum avancé. Voilà. Mais il y en a plein. Personnellement, sur Facebook, j'ai quelques groupes d'utilisateurs des différents logiciels, dont notamment un groupe qui s'appelle Infographiste, et je pense qu'on doit arriver dans les 40 000 membres pour l'instant. Et là, je sais que si vous posez une question, on vous répond. Mais ne soyez pas surpris, c'est surtout un groupe d'utilisateurs africains, en fait. Parce qu'à l'origine, c'est un groupe africain. Et comme j'ai des liens avec l'Afrique, vu que mon épouse est sénégalaise, voilà, ça explique cela. Mais quoi qu'il en soit, peu importe que ce soit principalement des Africains, des Ivoiriens qui soient sur ce groupe, ils vous répondront aux questions. Et vous avez plein d'autres groupes auxquels vous pouvez vous inscrire. Moi, je vous conseille vraiment de... Voilà. Et aussi, vous pouvez garder contact entre vous, si vous voulez, par la suite, pour vous entraider. Et vous avez aussi la possibilité de me recontacter s'il y a des questions, bien sûr... Voilà, après avoir quand même cherché un minimum par vous-même sur Google ou autre. Voilà. Donc, on travaille sur le calque ombre. Donc les calques, ce sont des niveaux de construction qui permettent de séparer les choses, de ne pas tout mettre au même niveau. Et le but, c'est de pouvoir facilement supprimer une chose ou la modifier, sans que ça modifie les autres. C'est ça le principe des calques. En anglais, ils appellent ça les layers, c'est les couches. Mais ici, dans la version française de Photoshop, vous avez vu que les couches, c'est les canaux couleurs qui créent l'image. Oui, c'est une question qu'on pose souvent.
c'est quoi la différence entre les couches et les calques? Ben, les couches, c'est ce qui crée les couleurs de l'image, c'est tous les calques réunis ensemble qui créent les couleurs de l'image d'une certaine manière, plus des sélections mémorisées éventuellement. Et les calques, c'est la construction d'image. En anglais, les couches, ça s'appelle les channels, les canaux. C'est vraiment quelque chose d'ambigu et dommage que... Voilà. Calque en anglais, c'est layers, et layers, ça veut dire couche. Donc ça embrouille tout le monde, quoi. Ok, on travaille ici sur l'ombre. Ce qu'on va faire, c'est mettre au point un pinceau. Donc vous allez activer le pinceau normal. Vous êtes en train de dessiner en noir. Voilà, vous avez la forme du pinceau. Je vous rappelle CTRL-ALT, qu'on soit sur Mac ou PC, pour modifier par cliquer et bouger de gauche à droite, modifier le pinceau. Sur le Mac, c'est le bouton gauche de la souris, sur le PC, c'est le bouton droit. Ici, je remarque que l'opacité du pinceau n'est pas à 100%, je vais la mettre à 100%. J'ai remarqué ça parce que le rouge n'était pas très vif quand j'ai fait la modification de la... Voilà, là c'est mieux. Ok. Oui, vous avez aussi la possibilité de faire un clic droit sans enfoncer aucune touche. Et là, en principe, vous avez la palette avec l'épaisseur et la dureté et la forme de la brosse. Est-ce qu'elle est elliptique ou pas, écrasée ou pas? Voilà, c'est la même chose que d'aller ici au-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, il faut une brosse relativement grande. Et on va la modifier. Donc vous allez là au-dessus éventuellement, ou alors vous faites un clic droit sans enfoncer aucune touche, ça devrait faire apparaître la même palette. Et on va écraser la forme comme ça pour en faire une forme d'ellipse. Pourquoi? Ben parce que notre tracteur est posé sur un sol virtuel, hein, c'est du blanc, mais on imagine qu'il y a un sol blanc en perspective, et l'ellipse, ben, c'est un cercle en perspective, en quelque sorte. Voilà. Et alors, avec cette forme, vous allez cliquer sans bouger la souris. Et vous avez mis sur le calque une tache en forme d'ellipse. Et en principe, la dureté était à 0%, donc elle est à bord flou. Il ne faut pas l'avoir mise trop près du bord. Là, j'annule pour vous montrer que si vous avez fait ça près du bord comme ça, c'est totalement foireux. Parce que quand vous allez la déplacer avec l'outil de déplacement, que j'active là, celui-là, mais vous avez la forme qui n'est pas vue en entier, donc c'est foireux. Là, j'annule, CTRL-Z, CTRL-Z, enfin commande-Z, commande-Z sur le Mac. Voilà. Donc, on l'a fait quand même loin du bord. Bon, raison pour laquelle aussi je vous ai demandé d'agrandir l'espace autour du tracteur. C'est aussi pour cette raison-là, quand on fait des ombres, il ne faudrait pas que ça aille sur les bords. Et alors, vous allez déplacer donc cette ombre sous les roues de devant, par exemple. Voilà. Voilà. Alors là, on a l'impression qu'elle flotte. Tiens, et on remarque qu'il y a une frange. Il y a une fonction dans Photoshop pour supprimer la frange. Ça, c'est à cause de la baguette magique qui est vraiment un outil foireux. À cet endroit-là, il nous a mis du blanc. Et peut-être d'ailleurs sur tout le bord de... Oui, tout le bord de l'objet a une frange blanche. Heureusement, il y a une fonction qui existe. Si je déplace l'ombre là, ça se voit surtout autour des parties foncées. On voit qu'il y a une frange blanche. Vous la voyez? Oui, hein, je suppose que vous voyez bien qu'il y a un bord blanc qui n'est pas logique là. Ne vous inquiétez pas, quand on va retravailler sur le calque du tracteur, on va l'enlever.
Alors au niveau du positionnement, vous voyez des lignes roses qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les repères commentés. Ça permet de bien aligner les choses les unes par rapport aux autres. Sauf que ici, on est dans une photo et il n'y a pas d'alignement vraiment à faire. Et donc ça nous ennuie ces lignes roses. Si on fait du web des interfaces avec plusieurs objets qui doivent être alignés l'un par rapport à l'autre, avoir la même dimension, la même largeur, la même hauteur, etc. Cette ligne rose, les repères commentés nous aident beaucoup, mais là, ça vous ennuie, ça vous empêche de positionner exactement là où vous voulez les choses. Voilà, on sent que ça cale à certains moments. Il y a du magnétisme. On va les désactiver, ces repères commentés. Donc, menu affichage, afficher, et vous avez repère commenté qui est coché. On le sélectionne là dans affichage, afficher, et du coup c'est décoché, et du coup quand on déplace l'ombre maintenant, on est libre de la mettre exactement où on veut, quoique il y a toujours du magnétisme, misère. On va aussi aller désactiver dans affichage peut-être le magnétisme. Ok, là ça va le faire quand même. Oui, là on sent normalement qu'on peut la déplacer vraiment comme on veut, très librement. C'est exactement ce qu'on veut. Donc deux choses nous ennuyaient ici. Les repères commentés dans le menu affichage affiché et le magnétisme. Le fait que les objets se collent ensemble quand on les approche. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est une ombre sous une autre des roues, et on viendra régler le problème de cette ombre-là qui donne l'impression que les roues flottent, que c'est pas vraiment posé. Vous allez voir qu'on va régler le problème par la suite. Mais je voudrais faire ceci maintenant, toujours en travaillant sur le calque ombre au singulier. Je vais faire l'ombre suivante sous les roues arrière, sous une des roues arrière. Avec le pinceau, je clique comme ça, voilà. Oui, je peux cliquer directement au bon endroit, hein, évidemment. Et là, je me rends compte que j'ai fait, je me rends compte peut-être beaucoup plus tard, que j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre cette ombre-là sur un calque rien que pour elle, et pas sur le même calque que l'ombre des roues de devant. Plutôt que d'effacer tout et recommencer, voilà ce qu'il est possible de faire. On va pouvoir sélectionner une partie du calque ombre et dire qu'on coupe les pixels et l'envoyer sur leur propre calque. Donc, par exemple, avec l'outil de sélection rectangulaire, mais le lasso marcherait aussi, d'une manière ou d'une autre, il faut arriver à englober cette ombre-là, et surtout, je ne vais pas l'englober comme ça, ni même comme ça. C'est trop serré, pourquoi? Je peux très bien l'englober beaucoup plus large, je suis encore très loin de l'autre ombre, donc on ne prend pas de risque, on ne voit pas vraiment où elle termine, c'est du flou qui va vers la transparence, mais où est-ce que ça se termine vraiment? On ne prend pas de risque, donc on englobe large. Et on va dire qu'on envoie cette partie-là donc sur un nouveau calque et elle disparaît de ce calque-là. C'est une fonction presque similaire à ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Calque nouveau, calque par coupé. Tout à l'heure, on avait fait calque par copier. On aurait pu faire aussi tout à l'heure calque par coupé, mais comme ça vous avez vu les deux. Donc majuscule CTRL-J sur le PC. Majuscule commande J sur le Mac. Voilà. Et donc, la sélection a disparu. L'ombre a été envoyée sur son propre calque. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais cette fois-ci ne pas oublier de faire un nouveau calque. Donc dans la palette des calques, je crée un nouveau calque avec le petit signe plus. Le calque vide est là. N'oubliez pas d'agrandir la palette des calques par la case en bas à droite pour voir la totalité. Parce que trop souvent, je vois des gens qui sont comme ça, en train de travailler dans Photoshop. Où est mon calque?
j'utilise le petit ascenseur sur le côté. Où est-ce qu'il est? Ben non, ça ne va pas, ça. On n'a pas une vue d'ensemble sur ce qu'on fait. C'est foireux. Il faut agrandir. Évidemment, pour pouvoir agrandir, il faut que la palette soit flottante comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit attachée aux autres palettes sur le côté. Voilà. Et sur ce calque-là, je vais mettre la troisième ombre. Voilà. Bon, on a déjà un peu l'impression qu'il est posé sur le sol, un tout petit peu. C'est déjà un peu mieux. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez donc extraire des objets de leur décor et recréer rapidement des ombres en dessous. Et ça peut servir pour faire des mises en page d'espèces d'encyclopédies, de catalogues ou même des sites web de e-commerce où vous pouvez vendre des objets qui sont extraits de leur décor comme ça. Et on sait que la manière dont on montre les objets a de l'importance. On peut les vendre plus cher s'ils ont l'air plus sexy sur la page web ou sur le catalogue. Voilà. Ceci dit, extraire de son décor un objet, c'est pas toujours facile. Il vaut mieux parfois le photographier directement sur un fond blanc. Et donc, si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, je vous montre qu'il y a des solutions. Ici, dans Google, je vais taper je vais mettre le terme en anglais. Je pense que je vais trouver les choses qui m'intéressent là. Oui, Lightbox, c'est ça. Donc, si vous voulez vendre des objets plus ou moins volumineux, il vous faut des Lightbox. C'est l'idéal. Vous n'aurez pas de retouches à faire dans Photoshop ou très peu. Et ça vous permet de photographier les objets avec un fond blanc et une ombre éventuellement déjà faite. Donc ça c'est très, très pratique pour faire du e-commerce. Et alors ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui montrent que plutôt que d'acheter des boîtes comme ça, des caissons avec éclairage intégré ou pas d'ailleurs, pour bien cher, vous pouvez les faire vous-même. Et donc il y en a qui expliquent, oui ça c'est autre chose, les lightbox comme ça. Voilà, j'ai ajouté le terme photo à lightbox. Donc il y en a qui les fabriquent avec des caisses en carton. Il y en a même, j'ai vu, qui fabriquent ça avec des caisses en tissu pour le linge sale, des choses qui se vendent chez Ikea, des caisses en tissu pour stocker le linge sale en attendant de le mettre dans la lessiveuse. Eh bien, il y en a qui transforment ça en lightbox, et donc vous n'êtes pas obligé de dépenser énormément pour faire ça. Donc voilà, vu que j'explique comment faire un objet avec une ombre dans Photoshop, je vous montre aussi que, évidemment, on peut le faire autrement, directement lors de la prise de vue, mais ça paraît logique, mais c'est bien de le dire. Alors, au niveau des ombres, je vais renommer ça. Donc, ombre devant. En principe, quand vous double-cliquez sur le nom du calque, vous arrivez à le renommer. Ici, ombre arrière gauche. Ceci dit, on voit les vignettes. Si on les a affichées en grand, on voit. Hein. Donc, le renommage n'est pas nécessairement extrêmement utile. Ombre arrière droite, donc c'est pour la roue de droite. Ok. Donc, il suffit d'activer le calque de l'ombre qu'on veut bouger. Et avec l'outil de déplacement. Oui, alors quand vous survolez la palette des outils, vous avez les infobulles, bon, qui ont beaucoup évolué, les infobulles.
donc qui vous explique un peu comment utiliser l'outil. Et ce qui est intéressant, c'est que à côté du nom de l'outil, il y a également une lettre entre parenthèses. C'est le raccourci. Par exemple, pour le déplacement, c'est la lettre V. Pour le pinceau, ce sera logiquement la lettre B, etc. Bon, si vous voulez, vous pouvez les retenir, et comme ça, voilà, V, outil de déplacement activé, B, voilà, ça marche. V, B, et il y en a plein d'autres comme ça. Mais, si vous apprenez plein de logiciels en même temps, ça va vous embrouiller. C'est plutôt en cours de production, au fur et à mesure que on se dit, tiens, ce serait quand même intéressant d'utiliser les raccourcis clavier. Voilà, donc le principe, c'est activer le calque et bouger. Activer le calque dont on veut bouger. Alors surtout, ne pas générer de sélection. Si on fait un contrôle-clic ou commande-clic sur le calque, ça génère une sélection. C'est très mauvais. Parce que vous n'avez pas besoin de sélection. L'objet est tout seul sur son calque. Pour le déplacer, on n'a pas besoin de le sélectionner. On sait que c'est celui-là qu'on déplace, c'est le seul. Si vous faites une sélection, c'est pire. Il y a une partie de l'objet qui risque de rester en place. Donc, surtout pas de sélection quand on déplace le contenu d'un calque. D'une manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est quand même ennuyeux d'activer chaque fois le calque. Surtout que c'est pas toujours aussi évident que ça, en regardant les vignettes, à quoi ça correspond. Et donc, je vous donne ici une bonne astuce, l'activation automatique des calques. Quand vous avez l'outil de déplacement activé dans la palette des outils, vous avez les options de l'outil de déplacement là au-dessus. Et c'est peut-être déjà activé ceci chez vous aussi, sélection automatique du calque. Oui, il y a aussi sélection automatique des groupes, mais on n'a pas encore de groupe. Donc, sélection automatique du calque. Ce qui fait que quand vous cliquez sur une ombre ou l'autre, le calque s'active tout seul en fait. Il n'y a pas besoin d'activer le calque avant. Alors c'est génial. On va se dire, mais pourquoi est-ce que ce truc est désactivable? La sélection automatique de calque, c'est tellement pratique. Mais c'est que parfois, ça pose des problèmes. Quand on veut déplacer un objet, on a activé le calque de l'objet, on veut le déplacer, et au moment où on déplace, c'est un autre calque qui s'active tout seul. Donc parfois c'est foireux. Et c'est la raison pour laquelle moi je conseille que la plupart du temps, vous désactivez cette option. Elle n'est pas vraiment utile. D'ailleurs, vous allez la désactiver parce qu'on va superposer deux ombres et elle nous posera problème pour sélectionner le bon calque sur lequel on veut vraiment travailler. Vous allez voir qu'on va, sous chaque roue, avoir deux ombres. Donc, sélection automatique du calque, ce qui est une option de l'outil de déplacement. Je vous conseille de le désactiver. Alors, on va dupliquer chacun des calques des ombres. Ombre devant, je le prends, je l'amène sur le signe plus. J'ai une copie. Ah tiens, au fait, oui, il faut absolument l'amener sur le signe plus. Parce que si vous cliquez directement sur le signe plus, vous créez un calque vide en fait. Donc, on prend le calque, on l'amène. Bon, il y a aussi possibilité, bien sûr, de faire un clic droit sur le calque et demander certainement de le dupliquer. Oui, dupliquer le calque. En fait, dans Photoshop, comme dans tous les logiciels Adobe, il y a plein de manières de procéder. Donc on a cette fois-ci deux ombres de devant qui sont superposées, deux ombres de la roue arrière gauche, deux ombres de la roue arrière droite. À quoi ça va servir? Eh bien, il y a la copie, on va diminuer son opacité. Alors, l'opacité, je vais la mettre à 50% par exemple pour
cette ombre-là, la copie. Également pour celle-ci. Tiens, si je fais un clic, CTRL-clic pour sélectionner les deux copies qui restaient à modifier. On arrive à modifier les deux d'un coup. Commande-clic sur le Mac. Hein. Clic, commande-clic. Vous arrivez à sélectionner deux calques et à modifier d'un coup les paramètres. 50% d'opacité dans ce cas-ci. Bien. Donc les copies, j'ai décidé que ce serait celles qui seraient à 50% d'opacité et les originaux sont restés à 100%. Alors si vous avez par erreur utilisé le curseur fond au lieu du curseur opacité, vous avez remarqué que ça fait la même chose. Et ça c'est souvent une question qu'on me pose et qu'on pose partout dans les forums. Quelle est la différence entre opacité et fond? Eh bien ça, on le verra tout à l'heure parce qu'on va jouer avec des effets spéciaux sur du texte. Et c'est là qu'on verra la différence. Ok, donc je m'intéresse à la roue de devant. J'ai l'ombre de devant. Avec l'outil de déplacement, je peux la déplacer. Elle est là. Et on a l'ombre devant copie qui est là à 50%. Et qui est une espèce de pénombre en fait. L'ombre de devant, on va la positionner et la redimensionner et changer ses proportions. Vous êtes en train de travailler sur le calque ombre devant, l'ombre qui est bien visible là, noire à 100%. Eh bien, vous allez chercher une fonction qui s'appelle la transformation manuelle. Et ça, c'est une des fonctions les plus importantes dans Photoshop. Menu édition, transformation manuelle, le raccourci CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac. Vous avez des poignées qui apparaissent. Ah tiens. Normalement, ça doit être autour de l'ombre. Vous avez des poignées qui apparaissent chez vous. Est-ce que c'est comme chez moi, grand comme ça, ou c'est... D'accord. Alors, c'est pas inintéressant que ça arrive ici. C'est parce qu'il reste, suite à l'opération que j'ai faite tout à l'heure, certainement quelques minuscules pixels de l'ombre de la roue arrière gauche que j'avais faite sur ce calque ombre devant. Donc ce que je vais faire ici, c'est sortir de la transformation manuelle. Ça, vous ne devez pas le faire si vous n'avez pas le même problème que moi. Soit on fait ça, soit on fait touche Escape, la touche en haut à gauche, ESC, Escape. Et alors avec la gomme, qui est normalement un outil foireux dans Photoshop qu'on n'utilise jamais. Pourquoi on l'utilise jamais? Parce que pour enlever quelque chose dans Photoshop, on utilise plutôt le système du masque. Voilà, la gomme, c'est le même principe que le pinceau. On peut déterminer son degré de flou, sa dimension. Et je vais aller gommer à cet endroit-là où il y a certainement des pixels qui restent. Voilà, je passe comme ça. Et bien sûr, ça n'efface pas le tracteur puisque je travaille sur ce calque-là. Ça n'efface pas les autres ombres non plus. Je travaille sur ce calque-là. Les autres sont préservés, ils ne sont pas activés. Je réessaye maintenant le Commande-T. Ça marche. C'est ça, il restait quelques pixels et c'est très intéressant que ce soit arrivé ici parce que ça vous arrivera forcément un jour. C'est comme tous les problèmes que vous avez pendant l'exercice, là, vous en parlez parce que c'est très intéressant, parce que si vous l'avez, le problème, ça arrivera forcément aux autres aussi un jour et c'est intéressant d'en parler. Alors voilà, quand vous êtes en transformation manuelle comme ça, vous avez la possibilité de prendre une poignée du coin et redimensionner. Mais aussi, si vous enfoncez la touche majuscule,
vous pouvez écraser plus ou moins. Voilà, en ayant la touche majuscule enfoncée. Dans la dernière version de Photoshop, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour que les proportions ne soient pas gardées quand on transforme, il faut enfoncer la touche majuscule. Avant, c'était l'inverse. Il fallait lâcher la touche majuscule pour arriver à écraser. Mais ça, c'est les plus vieilles versions de Photoshop. Oui, c'est pas toujours évident. Ceci est plus logique, en fait. Hein. Quand on n'enfonce pas la touche majuscule, ça ne modifie pas les proportions. Si on enfonce la touche majuscule, ça modifie les proportions, oui. Donc c'est plus logique que ça casse les proportions quand on le demande vraiment avec une touche. Ok, en positionnant le pointeur ici, ne double-cliquez pas, hein, parce que sinon ça valide. Ça correspond à appuyer sur le petit V ou appuyer sur la touche entrée du clavier. Voilà. Mais en tout cas, en mettant calmement le pointeur quelque part, on arrive à repositionner. Voilà. Et après, il faut le sentir. Il faut le sentir. C'est du dessin en quelque sorte. Ah oui. Alors aussi, là je transforme. D'accord? Si j'enfonce la touche Alt pendant que je transforme, ça transforme dans tous les sens. Et pas seulement sur la poignée sur laquelle je tire. Ça, c'est pratique aussi. Alors, ne vous en faites pas trop sur le réalisme de l'ombre, parce que, de toute façon, quand on va amener le tracteur avec ses ombres sur un décor, il est fort probable qu'il faudra retravailler leur opacité et peut-être même leur position pour augmenter le réalisme. Donc, le faire sur un fond blanc ici, c'est une chose, mais après, quand ce sera dans un vrai décor, en fonction du décor, il faudra adapter. Donc, on ne se prend pas la tête à avoir quelque chose de nickel. Voilà, j'appuie sur le petit V pour valider. Tiens, l'ombre à 50%. Je suis en train de cliquer sur son œil en face pour l'afficher et la désafficher. Et je regarde ce qu'elle apporte. Elle apporte pas grand-chose. Je peux essayer de la transformer aussi. Ah tiens, forcément, elle a le même problème, c'est la copie. Ok. Donc je vais gommer à cet endroit-là. Ok. Bien. Et donc, voilà, en principe, la pénombre est un peu plus grande et peut-être un peu plus sous le tracteur. Mais bon. Ici, je vais la laisser comme ça, on va pas s'en faire. Quoique. Non, ce serait quand même intéressant de l'agrandir. Voilà une manière de recréer des ombres artificielles. Ça marche encore mieux si les objets sont plutôt vus de profil. Mais bon, ça fonctionne ici, il est vu de 3/4 et ça marche. Alors il y a un autre type d'ombre, bien sûr, qui est l'ombre portée, pas l'effet spécial pourri qu'on a vu tout à l'heure, qui sert surtout pour du texte, mais la vraie ombre portée, ce qu'on appelle en anglais les cast shadows. Voilà. Quand vous avez l'ombre projetée, on appelle ça aussi l'ombre projetée. Et là, on peut recréer dans Photoshop une simulation d'une ombre projetée, même d'objets complexes, bien sûr. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas très compliqué malgré tout. Quand on a compris comment ça fonctionne, c'est assez facile. Et alors, on fera quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que normalement, une ombre,
On va peut-être le voir avec cette image-ci, oui. Une image de la banque d'images Getty Images. Une ombre projetée, plus elle est proche de l'objet, plus elle est nette. Plus elle est éloignée, plus elle est floue. Et ça, on va recréer dans Photoshop. Dans un autre exercice. Plus tard. On va recréer ce réalisme. Et également, on fera en sorte que plus elle est éloignée du sujet, l'ombre, les parties les plus éloignées vont être plus transparentes, moins sombres. Vous allez voir, ça c'est intéressant. En publicité, pour faire des publicités, c'est intéressant. Les ombres projetées sur des objets qu'on a sortis de leur décor, on recrée une fausse ombre, ça peut être très intéressant. Bien, je m'intéresse à l'ombre sous la roue arrière gauche. Voilà, je fais un CTRL-T, touche majuscule, j'écrase. Voilà, je positionne, je redimensionne avec peut-être la touche Alt enfoncée. Voilà. Je valide avec le petit V là au-dessus. La copie. Voilà, là aussi je vais m'en occuper avec la touche majuscule. C'est la version à 50%. 50%, c'est juste un choix là pour la démonstration. Je pourrais modifier maintenant l'opacité et la faire moins opaque ou plus opaque. Voilà, je m'occupe maintenant de l'ombre arrière droite. Je fais un CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, touche majuscule pour pouvoir changer les proportions. Je change une poignée avec la touche Alt enfoncée. Ça redimensionne comme ça. Voilà, je repositionne. Bon, c'est assez facile finalement. Et il faut savoir que sur fond blanc, c'est ce qu'il y a de pire au niveau du réalisme. Dès que c'est dans un décor, l'ombre, si elle n'est pas parfaite, ça passe. Bien, soyez pas perfectionniste par rapport aux ombres, n'y passez pas trop de temps. On va passer à la suite maintenant, parce qu'en fait, on fait du non destructif, donc elles sont repositionnables, elles sont sur leur propre calque, il n'y a pas de problème, elles sont repositionnables par la suite. On pourra modifier leur opacité s'il faut, et tout. Alors, dans certains cas, si l'objet doit être mis évidemment dans un décor où la lumière n'est pas blanche, c'est un coucher de soleil par exemple, l'ombre, on pourra aussi changer sa couleur un peu. Ce sera peut-être nécessaire, on verra ça. On va peut-être s'occuper ici du problème du tracteur qui a un liseré blanc tout autour de lui. Donc, j'active le calque du tracteur, je déverrouille. Il n'y a plus le petit verrou. Voilà comment on va faire. On va générer une sélection au départ de ce qui est transparent sur le calque. Et pour ça, vous allez faire sur le PC un CTRL-clic, sur le Mac un commande-clic sur la vignette du tracteur. Voilà. Donc, comme on le voit, le tracteur est sélectionné. C'est la transparence du calque qui a servi à faire la sélection. C'est vrai qu'on avait toujours une couche alpha dans la palette des couches qui peut-être nous aurait permis aussi de faire ça. Oui, on avait une couche alpha. C'est la même chose en fait. La transparence autour du tracteur, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans la couche alpha. Si vous réfléchissez. Voilà. Et cette sélection, on va la contracter, sélection, modifier, contracter. Contracter de, je vais essayer peut-être 1 pixel pour commencer. Ok, voilà. Et vous avez peut-être vu que la sélection s'est déplacée de 1 pixel. Est-ce que ce sera assez pour supprimer le liseré qui nous ennuie? Sans doute. On a contracté la sélection. Et ce qu'on veut supprimer est en dehors de la sélection. Donc on va maintenant intervertir la sélection. Menu sélection,
intervertir. Et il devrait normalement suffire d'enfoncer la touche suppression sur le clavier pour supprimer les pixels qui sont sélectionnés. Vous voyez la logique, hein, on a fait intervertir, donc ce qui est sélectionné est entre le bord de l'image et l'ancienne sélection du tracteur. Donc, hein. Touche suppression, et voilà, ça a supprimé la frange. Pas entièrement parce que j'avais fait une contraction que d'un seul pixel, mais ça devrait déjà régler le problème. Si on fait maintenant sélection, désélectionner, voilà, c'est déjà mieux. On est d'accord. Donc je répète la procédure. Générer une sélection soit au départ de la couche alpha, soit au départ du calque. C'est mieux le calque, parce que si vous avez fait des petites modifications dans la silhouette du tracteur, la transparence du calque, c'est ce qui est forcément bon. Donc c'est CTRL-clic avec le PC, commande-clic avec le Mac. Ça sélectionne le tracteur. On voit bien que c'est le tracteur qui est sélectionné. Il n'y a pas de petit pointillé sur le bord. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est sélection, modifier, contracter. J'ai contracté du minimum que je pouvais, c'était 1 pixel. Donc la sélection s'est rétrécie très peu. J'ai interverti la sélection, sélection intervertir, pour travailler sur tout sauf le tracteur. J'ai enfoncé la touche suppression sur le clavier. Ça a supprimé les pixels qui étaient dans la zone sélectionnée. Donc là, vu que je l'ai fait 2 fois, j'ai fait une contraction de 2 pixels en fin de compte. Hein. C'est quelque chose qui aurait pu être réglé au moment où je créais la sélection. Et alors, autre chose que je voudrais vous montrer, et puis par la suite, on va transporter tout ça dans une autre image, mais c'est comment on peut éventuellement donner de la dynamique à ce tracteur, du punch au niveau de l'image. Donc, vous avez le calque du tracteur qui est activé. Vous n'avez plus aucune sélection active sur l'image. Il faut bien vérifier dans le menu sélection si à la ligne désélectionnée, c'est grisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active sur l'image. C'est aussi une erreur très habituelle des débutants en Photoshop. Ils essayent de faire quelque chose sur l'image et ah, ça marche pas. Mais pourquoi? Première chose à vérifier, est-ce qu'il y a une sélection qui serait active sur l'image? Parce que voilà ce qui arrive parfois. Avec l'outil de celui-là, ou un autre d'ailleurs, on clique intempestivement, voilà, sans s'en être rendu compte, et il y a, sur une toute petite partie de l'image, une micro-sélection comme celle-là. Et donc, on n'arrive pas à travailler ailleurs sur le calque. Voilà, donc première chose à vérifier, est-ce que dans le menu sélection, ça propose de désélectionner? Ben, si oui, c'est le problème. Ce qui nous empêche de travailler sur le calque, ça vient sans doute de là. Ok, donc je vous disais, vérifiez bien que vous n'avez pas de sélection active. Il est bien grisé, le désélectionné. Ensuite, on va aller chercher le filtre renforcement accentuation. Menu filtre renforcement accentuation. Donc filter, sharpen, Unsharp Mask, pour ceux qui sont dans la version anglaise. Je le dis parce que c'est pas évident de trouver parfois. Alors, le filtre accentuation, vous voyez, là, il accentue les détails. Le seuil est à 0. En général, il faut le laisser à 0. C'est bien. Si le rayon est très faible et le gain plus fort, ça accentue les détails fins dans l'image. En cochant et en décochant la case aperçue, on voit l'avant-après. Bon, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup mieux comme manière d'accentuer, on verra plus tard. Mais l'avantage de ceci, c'est que c'est rapide. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que si on inverse les curseurs, si on fait un gain
faible et un rayon plus fort, on obtient un espèce de modelé sur les objets et leur relief ressort. Et ça peut être intéressant. Ça donne du contraste. C'est une manière, c'est une astuce pour donner du contraste. Si je coche et je décoche la case aperçue, on voit l'avant-après. Et vous devriez voir que l'objet a l'air d'être plus en 3D, il a l'air d'avoir plus de relief grâce à ça. Vous pouvez cliquer sur OK. Alors, cette astuce du filtre accentuation avec un faible gain et un rayon plus fort, qui n'est normalement pas l'utilisation normale du filtre accentuation, c'est très connu comme astuce. Et vous verrez que si on l'utilise sur des images qui montrent par exemple une ville avec de la pollution, du brouillard, si on fait ce filtre sur une image de terne en fait, d'une ville par exemple, eh bien ça donne vraiment des résultats miraculeux. Et si vous travaillez dans Lightroom, vous avez aussi ça dans Lightroom, une fonction defog, enlever le brouillard. Mais c'est très similaire en fait. C'est très similaire. Je ne sais pas si ceux qui travaillent dans Lightroom ont déjà vu ça quelque part dans les possibilités d'améliorer les photos. C'est ou dièse, je pense que ça s'appelle dièse. H-A-Z-E, oui. Dans la version française, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Voilà. Mais alors, il y a un problème. Ah, correction du voile, d'accord. Dans la version française, ça paraît très logique. Oui, ça doit être ça, oui. Il y a ça aussi dans Camera Raw, le développeur RAW intégré à Photoshop. Alors, le problème de ce qu'on vient de faire, c'est pas mal. Mais c'est du destructif. C'est-à-dire que les pixels du calque ont été modifiés, et pour revenir à la version non modifiée, la seule solution, bon évidemment là maintenant on vient de le faire, on peut faire un CTRL-Z, mais sinon si on continue le boulot pendant quelques dizaines de minutes, pour revenir à la version non filtrée du tracteur, ou pour le filtrer différemment, ben c'est foutu. Il faudra réouvrir une version ancienne du fichier, une version précédente. Donc, c'est du destructif, et ça c'est très important. Quoi qu'on fasse dans Photoshop, généralement, on a vraiment intérêt à faire du non-destructif, c'est-à-dire se donner toutes les possibilités de supprimer ce qu'on a mis comme effet, ou de le modifier d'ailleurs. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est annuler ce qu'on vient de faire. Édition, annuler, accentuation. On retrouve le tracteur avec ses couleurs normales. Et on va faire quelque chose de particulier ici. On va mettre le calque dans un autre calque. Un autre calque qu'on appelle un objet dynamique. Donc vous avez bien supprimé l'effet d'accentuation. Le tracteur est redevenu normal, comme avant. Vous allez cliquer à droite du nom du calque, vous allez faire un clic droit, et vous allez demander « Convertir en objet dynamique ». Là, vous avez un calque objet dynamique, et ce qui vous indique que c'est un objet dynamique, c'est cette icône qui est là. Alors, le gros piège, c'est que parfois, quand vous essayez de modifier les pixels d'un objet dynamique, Photoshop vous met un message qui vous force à annuler l'objet dynamique, et c'est très mauvais. Je vous en parle un peu plus loin. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que le calque du tracteur a été mis à l'intérieur de cet objet dynamique. Et puis évidemment, c'est révolutionnaire comme concept. C'est apparu avec la version CS4 de Photoshop, et c'est une des avancées les plus majeures dans Photoshop, les objets dynamiques. Avant, il y a eu l'invention des calques, puis les calques de réglage, et puis les objets dynamiques. C'est vraiment extraordinaire. Ça permet énormément de choses, et on va les utiliser assez bien quand on va faire des photomontages.
Et une des choses que ça permet, c'est que si maintenant je mets un... Donc on va refaire filtre, renforcement, accentuation. Voilà, le dernier réglage qui avait été appliqué revient et je retrouve mon tracteur avec un peu plus de punch au niveau des couleurs. Ok. Jusque-là, pas de différence. Mais dès que je clique sur OK, il y a une différence majeure ici. Ceci apparaît sous le calque. C'est ce qu'on appelle un filtre dynamique. C'est-à-dire qu'avec le petit œil ici en face du mot accentuation, je peux l'enlever et je vois l'objet non accentué. Ça, c'est génial. Encore plus génial. Oui, ça se rétracte et ça se contracte au cas où. Voilà. Encore plus génial, si on double-clique sur le nom du filtre, accentuation, il s'ouvre à nouveau et on peut le modifier. Modifier la position des curseurs gain, rayon, voilà. Je coche et je décoche la case aperçue, je vois qu'en effet, j'amène un peu de vie sur ce tracteur, c'est bien. Ça, c'est très bien, oui, oui, évidemment, c'est révolutionnaire. Les objets dynamiques et les filtres dynamiques. Tout filtre mis sur un objet dynamique devient un filtre dynamique. Alors, en effet, on peut masquer une partie du filtre. Alors, ce que je vous propose de faire avant, c'est de voir que on peut mettre un deuxième filtre d'accentuation, ou de n'importe quoi d'ailleurs, sur le même calque, sur le même objet dynamique. Si maintenant vous retournez dans filtre, renforcement, accentuation, vous allez pouvoir faire un filtre d'accentuation qui, lui, est traditionnel, on va dire, entre guillemets, qui a un faible rayon et un gain plus fort et qui va donc faire ressortir les détails. Voilà. Ok. Et vous avez donc deux filtres d'accentuation qui sont l'un sur l'autre, sur le même objet. Le premier, si j'enlève les yeux, on va le voir tout de suite. Il y en a un qui apporte le punch. Il y a l'autre qui apporte les détails. Et les deux ensemble se combinent. Voilà, c'est tout à fait possible. Et souvenez-vous qu'on peut évidemment double-cliquer sur eux pour aller les remodifier et voir directement ce que ça donne derrière. Voilà. Alors imaginons que le filtre, c'est pas mal, mais je trouve que sur les roues, elles devraient garder leur aspect caoutchouc et non accentué. Eh bien, c'est à ça que va servir ici le masque. Si vous activez le masque en cliquant sur lui, il est encadré, vous allez pouvoir dessiner au pinceau en noir dedans pour empêcher que les filtres n'agissent sur l'objet dynamique. Là, je prends donc le pinceau, celui-là, le pinceau normal. Je dois dessiner absolument en noir parce que c'est ce qui est noir dans le masque ici qui va empêcher que le filtre agisse. Donc, dans la case ici, je peux cliquer sur la double flèche jusqu'à ce que j'ai du noir dans la case de premier plan qui va être utilisée par le pinceau. Au besoin, si j'ai chipoté précédemment et que j'ai changé les couleurs, je peux réinitialiser avec cette icône-ci. Et puis, là, j'inverse. Donc, je dessine avec du vrai noir. Faites pas l'erreur qu'on fait parfois dans Photoshop, qui est celle-ci. Alors, je veux du noir dans la case ici, je clique, et puis je repositionne la pastille comme ça. Et ça, c'est une erreur habituelle dans Photoshop. Vous n'avez pas créé du noir. Si on regarde la luminosité, elle est à 3%.
Et ça va poser des problèmes quand on travaille des masques, quand on fait des sélections, etc. Pour faire du vrai noir par cette méthode-là, en cliquant sur la case et en jouant sur le sélecteur de couleurs, il faut mettre la pastille tout à fait au fond, dans le coin. Et là, on a 0% de luminosité. On a vraiment du noir. Donc, je vous le dis parce que c'est l'erreur habituelle. Et ça génère des problèmes. Vous avez des objets sélectionnés qui sont un peu transparents et c'est foireux. Donc, maintenant que j'ai du noir dans la case de premier plan, je vais pouvoir aller choisir ma brosse. Je la fais ronde. Je diminue sa dimension. La dureté, je peux la diminuer. Donc, c'est toujours CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. CTRL-ALT, qu'on soit sur Mac ou sur PC. Et on modifie la dureté, la dimension. On ne travaille jamais avec une brosse complètement dure sur des photos. On peut augmenter la dureté pour être un peu plus précis, mais jamais complètement à 100%. Voilà, je passe sur le pneu. Au fur et à mesure que je passe, on voit qu'il change. Il n'est plus accentué, il n'y a plus d'accentuation des détails. C'est ce que je voulais. Je vais le faire peut-être ici aussi sur celui-là. Voilà, en plus petit. Peut-être sur ceux de devant aussi. Et voilà, je viens de dessiner en noir dans le masque. Et ça, c'est génial. De pouvoir dire que le filtre ne s'applique pas à certains endroits. Si on veut voir avant, après, avec masquage ou sans masquage, c'est la touche Shift, la touche majuscule, et on clique là-dessus. Et voilà, ça désactive le masque. Shift, cliquez, on voit avec ou sans accentuation sur les roues. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est important d'avoir du contraste. Dans les images, il y a du contraste. Pas dans toutes, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut forcément mettre du contraste dans les images. Il y a des images que vous connaissez en photographie, les high key, les low key, des images qui sont très bien, avec peu de contraste, ça fait leur force. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe plusieurs sortes de contrastes. Vous connaissez forcément le contraste de luminosité. À certains endroits de la photo, c'est fort lumineux, à d'autres, c'est foncé. Ça peut faire la richesse d'une photo. Les contrastes de couleur, bien sûr. Mais il y a aussi les contrastes de netteté. Toute la photo n'est pas nette de la même manière. Et ça, c'est intéressant aussi. Puis il y a plein d'autres contrastes de texture, etc. Plus vous accumulez les contrastes, plus vous avez une image visuellement riche et qui est de type publicitaire, en général, on va dire. Et donc, ce qu'on vient de faire ici, empêcher que les roues soient contrastées, ça participe à ça. Elles sont un peu plus ternes que le reste, et ça participe à la richesse de l'image. Bien. Alors là, on est arrivé à un stade où on peut enregistrer et on est prêt à déplacer tout ça vers une autre image et à commencer à faire des tests. Et vous allez voir, ça va devenir assez intéressant. Alors, je vous préviens tout de suite, il est possible tout à fait que vous n'allez pas intégrer tout ce qu'on va voir, vous n'allez pas le retenir et être capable de l'appliquer tout de suite, parce qu'on va quand même, on voit quand même pas mal de choses. Donc il faut revoir ce qu'on a vu, réessayer, et à un certain moment vous allez intégrer et être tout à fait à l'aise avec tout ça. Mais ne pensez pas qu'à la fin de la journée, ça va, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle photo. Et non, il va falloir revoir, je pense, parce que la formation est relativement dense au niveau de ce qui est expliqué.
Parce que voilà, il faut qu'au bout de la semaine, vous soyez quand même à un niveau pour être tout à fait à l'aise avec une panoplie de techniques pour faire plein de choses dans Photoshop. Voilà. Si on passe sur les yeux des différents calques, on peut les activer à la volée. Ah oui, vous n'êtes pas obligé de cliquer, cliquer, cliquer. Vous pouvez faire un cliquer glisser. Et ça affiche à la volée ou ça désaffiche les calques. Ça, c'est un truc intéressant à constater. Bien sûr, si on mettait les ombres dans un groupe, en cliquant sur l'œil du groupe, ça les afficherait ou les désafficherait d'un coup, avec un seul œil. Et ça, on n'a pas encore fait de groupe. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est ceci. Quand on a un objet dynamique, il faut qu'il reste objet dynamique. Il faut que l'icône en bas à droite soit là, parce que sinon tout va être uni en un seul calque pixel. Les filtres ne seront plus dynamiques. À l'intérieur, les calques qui sont à l'intérieur de l'objet dynamique n'existeront plus. Il faut surtout pas pixeliser un objet dynamique, sauf si vous avez évidemment une très bonne raison de le faire. Mais ce qui se passe en général, c'est que, voilà, dès qu'on utilise un outil de dessin qui est censé modifier des pixels, comme le pinceau, c'est censé modifier les pixels avec lesquels on utilise le pinceau, sur lesquels on utilise le pinceau, on est d'accord. Eh bien, il y a un petit signe sens interdit qui apparaît quand on travaille sur l'objet dynamique, et si on insiste et qu'on clique, Photoshop vous met ce message « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Le contenu ne sera plus modifiable, pixeliser l'objet dynamique, point d'interrogation. » Vous ne devez pas répondre « OK » à ça. Il faut annuler. Vous n'avez aucun intérêt à pixeliser cet objet dynamique. Si vous voulez aller travailler les pixels du tracteur, il y a une solution, bien sûr, qui consiste à double-cliquer sur l'objet dynamique. Et là, Photoshop vous met un message qui vous dit, en gros, que le tracteur va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Le voilà. Vous modifiez les pixels à cet endroit-là. Et puis, il faudra le réintégrer. Alors, ici, je vous le montre rapidement. Je ne vais pas aller modifier réellement les pixels du tracteur. Je vais aller créer un nouveau calque sur lequel je vais aller mettre un petit dessin. Voilà. C'est n'importe quoi, mais avec les styles de calque, je vais pouvoir aller lui mettre un biseautage, une incrustation couleur, etc., une ombre portée, etc. C'est vite fait. C'est pour montrer que je suis en train de modifier le tracteur. Et si je veux réintégrer ça dans le photomontage qui est derrière, contrôle tabulation, je passe au photomontage, ou je passe à l'objet dynamique ouvert. Donc si je veux réintégrer ça dans le photomontage, vous voyez que dans le photomontage, le truc n'y est pas, hein, le truc bleu, le dessin bleu n'y est pas. Je dois faire fichier enregistrer. Voilà. Du coup, je peux faire fichier fermé, et dans le photomontage, le trait bleu s'y trouve. Donc voilà, si vous vouliez faire des modifications de pixels sur le tracteur, oui, avec le pinceau, quand on clique, ça vous met le message « Vous devez pixeliser », mais ne le faites pas. Tout se fait à l'intérieur de l'objet dynamique en double-cliquant sur lui. On entre dedans et on peut modifier les choses comme on veut. D'ailleurs, je vais supprimer le calque du dessin que j'avais fait. Je fais fichier enregistrer, fichier fermé. Ok, l'enregistrement est toujours en cours. J'ai été trop vite. Ok, voilà, le trait bleu n'y est plus. Il a totalement disparu. J'aurais pu enlever l'œil en face du trait bleu, comme ça, j'aurais pu le remettre rapidement au lieu de le jeter. Enfin, vous voyez la logique. Alors, ça paraît peut-être un peu obscur parce que j'y vais rapidement, là, mais c'est la logique des objets dynamiques et on va les retravailler de toute façon.
Tout à fait. Pour rentrer dans l'objet dynamique et voir son contenu, c'est le double-clic sur l'objet dynamique. Ensuite, ici par exemple, je vais faire un calque de réglage. On n'a pas encore fait de calque de réglage, on les fera plus tard, qui modifie la couleur du tracteur. Ok. Et pour en sortir, on est obligé de réenvoyer ça vers le photomontage en faisant fichier enregistré. La grosse erreur à ne pas faire, ce serait d'enregistrer sur le disque dur sous un certain nom. Vous avez cassé à ce moment-là le lien entre l'objet dynamique ouvert et le photomontage d'où il vient. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire fichier enregistré, et ça s'enregistre où? Pas sur le disque dur, mais dans le photomontage qui est derrière. On peut faire fichier fermé, mais on n'est pas obligé de le fermer. D'ailleurs, on peut retourner directement vers le photomontage et on voit le tracteur modifié. D'accord? Donc c'est le principe. Oui, il vaut quand même mieux aller fermer l'objet dynamique si on n'en a plus besoin, parce que ça bouffe de la mémoire pour rien. Voilà. Donc du non destructif, et des choses imbriquées les unes dans les autres. Voilà, voilà, on commence petit à petit à parler des calques de Photoshop et des techniques qui permettent d'être créatif vraiment.